David, la dernière conversation qu'on a eue avec Ravaillac m'a fait énormément rire parce que tu m'as dit et tu m'as fait remarquer un truc que je n'avais jamais théorisé ou jamais vu. Et ça m'a fait rire parce que là, il n'y a que toi qui me fais remarquer des trucs du genre. On a fait un lien avec ton live sur le cinéma gore. Et pourtant, les grands slashers, les films gore, sont intimement, de manière cryptée ou pas, assumés, on va dire, dans la pudibonderie évangélico-américaine. C'est-à-dire que dans les films gore, dans les films des slashers, tu vas te dire, bon, bah là, c'est la soupape populaire, on va faire de la merde. Eh bien non, il y a une grande morale, une grande pudibonderie qui est cachée dans ces films de cinéma, dans tes petites remarques assez rigolotes du cinéma qui place des éléments de cul et qui dit par le cul des trucs qu'on n'avait pas vus. Peut-être que c'est propre au cinéma américain en général, si ce n'est que Hollywood est peut-être davantage marqué, on va dire à gauche, enfin à gauche au sens parti démocrate américain, qu'une partie du cinéma de genre. Il se trouve, je ne sais pas exactement pourquoi, que le cinéma d'horreur est un petit peu plus droitisé dans le profil des cinéastes, en tout cas des cinéastes de l'âge classique du cinéma d'exploitation, donc les années 70-80. On parle toujours beaucoup de Romero, qui est un grand nom de cette génération, mais Romero c'est un petit peu l'exception. Romero c'est le cinéaste de gauche qui à travers la fable des zombies va dénoncer certaines inégalités sociales ou le racisme, et il le fait fort bien. D'autres sont moins engagés ou alors pas engagés du même sens, et cette droite américaine, c'est une droite qui est quand même un peu plus républicaine et surtout un peu plus cléricale, et dans le cinéma d'horreur on le voit, mais en même temps on le voit avec la schizophrénie propre à l'Amérique, c'est-à-dire la morale doit être sauve, il y a un côté très bien pensant même dans l'horreur, je vais vous expliquer pourquoi, comme dans la morale d'une fable, mais en même temps, dans la représentation, dans l'image, on ne se prive pas d'être assez racoleur, et même pour nous qui sommes larges d'esprit, des fois je trouve que ce racolage va très loin. Ce genre-là appartient souvent, pas toujours, mais souvent à ce qu'on appelle le teen movie, c'est un genre en soi, l'horror teen movie, donc le cinéma d'horreur adolescent, parce qu'il met en scène des adolescents, des collégiens, des universitaires en général, toujours très stéréotypés en fonction de leur propre catégorie caricaturale, comme c'est toujours le cas dans les films de ce qu'on appelle les college movies, mais avec quand même une forme d'érotisation de la femme, de l'homme aussi d'ailleurs, mais surtout de la femme, qui peut être un peu suspecte dans la mesure où ces gamines sont censées avoir 16 ans, quand bien même elles sont parfois jouées par des femmes de 25. Premier point. Pourquoi est-ce que la morale est sauve, et pourquoi est-ce que ce cinéma n'est pas du tout en réalité Écoutez bien, c'est génial. subversif, c'est parce que dans cette typologie des personnages, d'ailleurs ce ne sont pas des individus, ce sont des types. C'est vrai que c'est pas un cinéma original, c'est un cinéma justement codifié. Donc on regarde ça non pas vraiment pour l'effet de surprise, mais pour étudier les codes. Et ben, dans cette typologie, autant du côté des garçons que des filles, on va avoir des profils. Les profils liés à la sociologie des collèges et des campus américains, je sais pas, l'animatrice du club de lecture, la pom-pom girl, le président du club de baseball, enfin le geek, le rocker drogué, enfin. On a tous les stéréotypes aussi qu'on a dans Sauvé par le Gong, Parker Lewis. Oui, c'était déjà là, bien sûr. Voilà, c'est pas propre au cinéma d'horreur. On trouve mais ça dans le cinéma d'horreur, dans la romance, il y a un truc en plus. Mais dans le cinéma, il y a un truc en plus, c'est que quand on connaît le genre, on sait assez vite comment les choses vont se passer, c'est-à-dire qui va survivre et qui va mourir, parce que le principe du slasher qui peut être très efficace, parce que moi j'aime bien ça même pour me divertir, parce que c'est vrai que c'est pas un cinéma d'avant-garde, mais un slasher bien fait, finalement c'est comme un polar bien écrit ou une pièce de théâtre de boulevard bien écrit. Même si le mécanisme est bien huilé, s'il est maîtrisé, c'est agréable. Et là ce qui se passe, c'est qu'on sait que dans un slasher il y a un groupe, que ce groupe va être dissous par la panique, la rivalité, la concurrence, la peur, etc., et que de cette dissolution ça va entraîner des morts. En fait, par manque de solidarité, les gens vont s'atomiser, s'individualiser et tuer les uns après les autres par un tueur. Et en général, ceux qui survivent seront ceux qui seront peut-être un peu moins égoïstes ou plus courageux ou qui gardent leur calme. Mais souvent, ce sont des types particuliers. Pendant un film d'1h30, pendant 1 heure, on va érotiser, par exemple, la blonde pom-pom girl extrêmement sexy, mais qu'on va présenter avec un certain nombre de vices. Souvent, elle ne sera pas très intelligente, elle sera peut-être un petit peu trop légère ou
Voilà, Joël, superficielle, la cuisse etc. légère et tout, Voilà. la gourgandine, quoi. Évidemment, sans surprise, c'est pas elle qu'on tuera en dernier. Alors que souvent, l'héroïne, dont on ne sait pas toujours quelle sera l'héroïne au début, mais on le devine un petit peu quand même, est un petit peu plus effacée. Elle porte des jeans, elle est plutôt brune que blonde, elle n'est pas maquillée. Par contre, elle a d'autres qualités. Elle peut être assez intelligente, assez critique. Un peu au-dessus de tout ça, peut-être un petit peu, tu vois, comme la fille de c'est quoi ce cartoon de MTV, la Daria, tu vois, ce genre de truc. Ouais. C'est-à-dire une fille qui est tellement intelligente et qu'elle est un peu à côté quand même, un peu marginalisée par le fait d'être un peu au-dessus des autres, mais qui en même temps va révéler certaines vertus morales. Et c'est ce qu'on appelle en théorie du cinéma d'horreur, le final girl, c'est-à-dire la femme finale. Finale, pourquoi? Parce que c'est la dernière qui survit, et en général elle survit, et c'est elle qui sera amenée à porter le coup de grâce au tueur en série, puisque souvent dans les slashers ce sont ça. Je pense par exemple je sais pas, Freddy Krueger ou ce genre de choses. À la fin, c'est toujours la fille un petit peu effacée qui sauve la mise. Et il se trouve, et là on en revient à des mythes beaucoup plus anciens, il se trouve que souvent ce côté un petit peu marginal, asocial et effacé correspond au type de la Vierge. Comme ce n'est ni une allumeuse, ni une fille qui s'est un peu laissée trop vivre avec n'importe qui, il se trouve qu'elle est vierge. Et cette virginité lui confère une espèce de pouvoir qu'on trouve, je ne sais pas, dans les mythes vampiriques, etc. Finalement, c'est la Vierge qui, par cette espèce de pouvoir incroyable qu'elle a en elle, arrive non seulement à survivre mais à vaincre, alors que les autres, qui ont perdu leur pureté, qui ont été profanés, n'opposent aucune résistance au mal. Donc là, on a quelque chose, c'est beaucoup plus vieux que le cinéma, mais par contre, c'est très judéo-chrétien. Et là où il y a cette espèce d'hypocrisie à la fois, je dirais un peu droitière, mais plus, au sens plus large, américaine, c'est que on nous aura montré des seins, du sang, de la violence, un déchaînement de pulsions, mais à la fin, la morale est sauve parce que malgré toute cette violence, il y a une forme de happy end. La plus pure survit, la plus pure sauve la mise. Elle n'est pas martyre, mais héroïne. Et celles et ceux qui sont morts ne sont pas martyrs, mais ils le cherchaient un petit peu, quoi. C'est un peu les boucs émissaires de la mauvaise conscience américaine. Pourquoi je dis que c'est typiquement américain? Parce que c'est le pays du puritanisme anglo-saxon, et c'est le pays aussi de la pornographie et d'une certaine, enfin, ça leur est pas propre, mais disons chez eux, le contraste est amusant, d'une certaine débauche apparente. Alors, ça peut varier d'un État à l'autre, d'une région à l'autre, d'une communauté à l'autre, mais au sein de l'Amérique, ça coexiste. C'est peut-être le cinéma de genre, le cinéma d'horreur et le slasher, où cette schizophrénie est la plus visible. C'est génial. Donc en gros, la petite actrice qu'on va mettre, on va prendre la petite Jessica Alba, en fait, elle est encore plus bonne que la petite pom-pom girl qui, elle, sera une actrice de seconde zone qu'on verra, voilà, personnage comparse. Mais on va mettre une actrice qui est en fait une bombe, on va exprès la rendre en normcore, hein, l'habit de base, machin, les petites chemises, les petites jeans taille haute, on va surtout pas la sexualiser, on va pas la maquiller et tout, et il y a peut-être une scène ou un moment, quand il y aura un bal, machin, quand elle sort, monstre bombe, en fait on découvre que, et puis il y a le petit jeu on va dire de rivalité, où les petites bombasses, qui étaient généralement stupides, mais très puissantes dans leur relation entre elles, entre femmes, et là il n'y a pas les hommes qui interagissent, c'est entre elles, on va voir elles le savent, elles l'ont repéré qu'elle était méga bonne, et que quand il y a la soirée où elle est méga bonne, et puis que les autres, du coup elles sont toujours sur leur high level au niveau de la capitale séduction, elles vont se retrouver un petit peu en rivalité, vraiment de manière concrète. Et justement, c'est cette actrice qui, par sa pureté, incarne une figure, je dirais pas christique, mais qui fait de la morale, alors que là, cuisse légère va se ramasser dans la gueule. Et j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Enfin, je le savais, je le voyais, mais c'est toi quand même, dans cette conversation, qui me fait comprendre cette morale puritaine américaine qui passe même dans les trucs les plus, pourtant, entertainment débilos, kaliouguesques, qui ne pourraient normalement pas apporter de morale. Retrouve une morale avec ce personnage qui est sain, qui est féminin, qui est faible, mais en fait une fausse faiblesse parce qu'elle a l'intelligence, elle a la rigueur, elle a la morale, et c'est elle en plus qui zigouille le méchant. Et ça, je l'avais pas vu. Alors, Merci. oui, tu fais bien de dire que assez souvent on engage au casting quand même une jolie fille, mais qu'on ne met pas forcément en valeur, ni par le vêtement, ni par le maquillage. Et à la fin, au moment où elle sort de sa réserve pour se livrer
à la violence physique, c'est-à-dire au combat physique contre le tueur, ou à l'ingéniosité je sais pas, en grimpant dans les arbres, enfin n'importe quoi. Alors là, tout d'un coup, les circonstances vont la dénuder un peu, elle sera peut-être érotisée par, je sais pas, une griffure sur l'épaule, une mèche rebelle, enfin, tu vois, le genre de truc, vraiment les effets faciles du cinéma. Et puis là, on va dire, alors, mais derrière la petite intello à lunettes, il y avait une sauvageonne tout à fait moustillante. On n'a pas renversé les codes, on a simplement fait se révéler un petit peu le papillon qui sort de sa chenille, jusqu'à ce que ce cinéma qui finalement repose sur un judéo-christianisme assez réactionnaire en filigrane, puisque finalement c'est dénoncé tout en exhibant, il va lui aussi passer un peu à gauche. Et j'y ai pensé il y a quelques semaines en regardant un slasher espagnol, mais espagnol, il est espagnol, il pourrait être américain, c'est un slasher Netflix. Alors si vous avez déjà regardé des films d'horreur ou d'action espagnols sur Netflix, vous savez qu'ils sont complètement codifiés selon les normes américaines. C'est un film de 2023 qui s'appelle El Club de los Lectores Criminales, le club de lecture criminelle. C'est vraiment un college movie d'horreur avec des élèves dans un club de lecture qui se font tuer les uns après les autres par un tueur masqué. Plus de 30 ans après le Scream de Wes Craven, on continue à raconter les mêmes histoires. Mais il y a une chose nouvelle qui fait que c'est plutôt un film, pas forcément de gauche, mais plutôt un film woke qu'un film réactionnaire au sens où nous venons de l'exposer, c'est que tous ces codes sont les mêmes. Les femmes superficielles se font buter, la présidente du club des lectures, qui est une jeune fille plus réservée, qui triomphe à la fin. Le détail, et c'est le détail qui nous fait passer de la réaction républicaine ou woke démocrate, c'est que la final girl en question n'est pas très jolie. En fait, elle est vraiment, non, physiquement, même une fois sortie de sa coquille, elle n'est pas très jolie. C'est d'autant plus difficilement crédible que l'histoire, c'est que ce groupe de lecture est en conflit avec un professeur de littérature problématique, comme on dirait aujourd'hui, qui est un petit peu trop engageant avec les jeunes filles, et il y a quelque chose qui ressemble à une tentative de viol sur une seule fille. C'est la final girl, la moins allumeuse, la moins sexy, la moins affriolante du groupe. C'est celle qui subit les avances déplacées de ce prof de littérature, et c'est elle qui, en lui résistant, finalement va être la seule survivante et tuer le tueur. On maintient la morale judéo-chrétienne, mais on y rajoute une couche de wokisme en supprimant le maintien des codes de genre, c'est-à-dire le fait que la final girl, malgré tout, c'est quand même une fille bien gaulée. Là, c'est plus du tout le cas. petite évolution depuis Wes Craven jusqu'à Netflix, quoi. Mais cela dit, pour revenir sur cette question d'influence judéo-chrétienne, ce n'est pas tout à fait nouveau. Tu le sais mieux que moi, mais en histoire de l'art, on a souvent utilisé l'exhibition pour pratiquer la dénonciation et la stigmatisation morale. En appréciant, comme le faisaient les gens du Moyen-Âge qui croyaient vraiment au premier degré certaines œuvres chrétiennes, il y a un mélange entre la peur et une fascination qui peut être une fascination érotique. Alors on ne va pas revenir sur Jérôme Bosch, c'est peut-être un peu cliché, ou les représentations du nu dans l'art catholique, mais il y a un petit peu ça. Et encore au début du XXe, il y avait un abbé français qui s'appelait l'abbé Bethléem, qui s'était fait une spécialité de la censure des livres et des films, et il publiait une sorte de journal qui s'appelait Film à voir et film à proscrire, livre à voir et livre à proscrire, et c'était des bibliographies, c'était des listes de titres. Le journal était séparé en deux, il y avait les titres de livres ou de films qui conseillaient à ses lecteurs et ceux qui proscrivaient. Il avait un succès fou, il était très vendu, mais on se doute bien qu'il était vendu surtout par plein de gens, notamment de jeunes gens qui l'achetaient pour ne lire que la deuxième partie du journal et se précipiter sur les livres que l'Église, que l'abbé Bethléem interdisait. Et je pense que dans la tentative de moralisation de certains genres du cinéma américain, notamment les genres un petit peu plus pour adultes, il y a ce mélange entre sauvons la bonne conscience, mais essayons de nous rincer l'œil quand même. Il y a Bob Smurf qui fait merci pour l'intervention de David, qui est très pertinente. Mais le judéo-chrétien fait mal aux oreilles. Oui, non, je comprends. Alors, c'est vrai que... Alors, il a tout à fait raison. J'emploie ça par simplification. Moi, il me fait surtout mal aux oreilles quand ça vient de la part de ceux qui défendent ce modèle, parce qu'il est encore de plus mauvaise foi. Mais tu as raison, il n'y a pas une validité historique suffisamment solide pour qu'on puisse utiliser ce terme au premier degré. Je viens de rouvrir un petit peu mes notes de lecture d'un auteur, un des auteurs qui a théorisé en français, enfin qui a traduit simplement cette théorie de la Final Girl, qui s'appelle Pascal Français, spécialiste de cinéma, très intéressant. Alors un peu biaisé idéologiquement, c'est vraiment un progressiste un peu voilà, mais qui quand il se départit de ses postulats idéologiques fait un travail de chercheur intéressant, et il a écrit le bouquin de référence il y a 5 ans en français
sur le cinéma d'horreur pour adolescents qui s'appelle Teen Horror, de Scream à It Follows. J'espère que It Follows vous l'avez vu parce qu'à mon avis c'est une des bonnes nouvelles du cinéma américain indépendant de ces 10 dernières années. Il parle de la Final Girl, je voudrais te citer un petit extrait. Vas-y. Il dit la Final Girl, suite aux écrits de Carol Glover, qui est une théoricienne féministe, devient le pivot d'une réflexion féministe visant à jauger le potentiel libéral du cinéma d'horreur. Les protagonistes féministes du genre, longtemps considérées comme de la chair à sévices et comme les cibles du regard sadique masculin, acquirent des vertus progressistes lorsque Clover découvrit en la Final Girl le pôle d'une identification masochiste du spectateur mâle. Ce dernier étant privé de héros masculins en qui se projeter et rechignant à épouser la cause du tueur, souvent affligé de tares physiques et symboliquement castré, ne peut investir son affect qu'en la victime féminine, souffrante mais combative. La pugnacité et la faculté de résilience de la Final Girl furent valorisées comme les amorces d'une reconnaissance des avancées du féminisme. Les féministes arrivent à sauver un cinéma qui devrait leur faire horreur, à la fois parce qu'il est racoleur et parce qu'il est un petit peu réac, en nous disant que si la dernière qui doit rester, c'est une femme, à qui va s'identifier le spectateur masculin, étant donné que je pense que malgré tout, il y a quand même une légère majorité d'hommes qui regardent, eh bien comme ils ne peuvent pas, à moins d'être complètement psychopathes eux-mêmes, s'identifier à Freddy Krueger, ils vont s'identifier à celle qui reste, déjà parce qu'il n'y a pas d'autre choix, et parce que quelque part, elle est un petit peu plus virile que les autres, d'une part parce que souvent elle sait se battre physiquement, et d'autre part parce qu'elle va être moins légère, moins superficielle, moins féminisée en fait, en termes de code de genre, que les femmes qui se sont faites tuer précédemment. Après, la féministe pourrait s'interroger pourquoi les femmes les plus féminines se sont faites tuer précédemment, mais on sait qu'aujourd'hui, les femmes qui répugnent le plus au féminisme sont les femmes féminines, donc tout ça, tout s'explique là. Je vois que quelqu'un demande ce qu'on pense du film The Descent. Alors je sais pas si tu l'as vu, je l'ai vu, j'ai vu les deux, je crois qu'il y en a deux. Donc c'est un film canadien qui est sorti, alors dans le premier opus, est sorti il y a une quinzaine d'années, qui est à mon avis un bon film d'horreur. Les Canadiens font assez souvent de bons films d'horreur, là aussi qui ne révolutionnent pas grand-chose, qui a quelques points d'originalité, notamment le fait d'avoir un casting complètement féminin, et qui se passe dans le milieu de la spéléologie, donc sous la montagne, et ça joue sur la phobie de l'enfermement, sur la claustrophobie. Ce sont une bande de copines qui font de la spéléo, qui s'égarent, qui ont mal indiqué à leurs proches l'endroit où elles étaient, donc personne ne va pouvoir venir les chercher, et qui découvrent au fond de la Terre, en plus de tous les problèmes inhérents à l'enfermement et à la perte d'orientation, une espèce de peuple de créatures qui font un petit peu penser à des golems, qui vivent là depuis la nuit des temps, qui sont aveugles forcément, mais qui ont une ouïe extrêmement développée. C'est très 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 basique comme scénario, mais très efficace. C'est un slasher aussi, un slasher souterrain avec des lampes torches, des crampons et des piolets. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question a apprécié ce film. Moi, j'aurais tendance à le recommander à titre de divertissement, le diptyque. Je crois que c'est un diptyque The Descent, à voir.